Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, après le drame de Dabondi, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Mais en attendant et pour éviter que cela ne se reproduise, des opérations de déguerpissement sont enclenchées dans le secteur. Et puis ce chiffre à retenir ce soir, 21 millions de dollars américains pour appuyer l'agriculture familiale. Un soutien de 6 ans qui ouvre la voie des méga-projets d'aménagement hydro-agricole et de réalisation de pistes rurales. Enfin, nous irons à la découverte du champion du monde à la catégorie mémorisation du Saint-Coran. 12 ans seulement, Adama Sako a séduit les gardiens des Écritures saintes de par sa maîtrise et la restitution du Saint-Coran. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, la semaine du président. C'est une semaine pleine d'espoir dans le domaine économique et social avec professeur Alpha Condé, marquée par 3 activités majeures, dont entre autres la remise officielle d'outillage agricole au monde rural et la 20e session du comité interministériel du Chiaba Conakry. Commentaire, bureau de presse de la présidence, Sanassi Keita. Cette semaine du président de la République qui s'écoule a été marquée par d'importantes activités socio-économiques. Cet agenda plein du professeur Alpha Condé commence par la remise officielle au gouvernement d'équipements pour l'agriculture, l'élevage et la pêche. Il s'agit de 30 couveuses solaires, 2 séchoirs modernes de fruits et une dizaine de fumoirs de poissons. L'initiative est signée Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, avec un financement de la Banque mondiale. L'objectif étant de consolider les plateformes d'innovation multi-acteurs pour le développement des filières ciblées dans une approche orientée vers le marché. Bref, accompagner surtout les processus de transformation et de mise à marché des produits agricoles de qualité et compétitifs. 100 jeunes constituent un groupement d'intérêt économique dans les 4 régions du pays, bénéficiant directement de ces couveuses solaires. Les fumoirs sont destinés aux fumeuses de poissons, identifiées dans les zones de Koba, Kamsar, Fotoba et de Nzerekore. Les séchoirs, eux, seront installés dans les régions de Kankan et de Kindia. Une démarche visant à appuyer l'initiative présidentielle de soutien au monde rural. L'autre activité de la semaine de ce mois de mai du chef de l'État, c'est bien la 20e session de la réunion du comité interministériel du GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. L'objectif étant de renforcer les capacités des États membres dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans l'espace CEDEAO. Les responsables de cette organisation sous-régionale ont mis ces assises de Conakry à profit pour féliciter la Guinée pour les importants progrès enregistrés dans la correction des déficiences stratégiques identifiées dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au cours des 18 derniers mois. Pour le président de la République, les efforts que le GIABA déploie jour après jour pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont éminemment louables et méritent des encouragements. Dans la même dynamique, le chef de l'État a mis un accent particulier sur le blanchiment d'argent. Pour professeur Alpha Condé, c'est un processus qui permet de donner une légitimité apparente à des fonds d'origine criminelle. Ce fléau doit être combattu avec une synergie d'action, sans répit et sans relâche, a renchéri le chef de l'État. La semaine du président de la République, c'est aussi et surtout la 38e édition du concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran. L'événement a mobilisé pendant 7 jours 225 candidats venus des 33 préfectures du pays et des 5 communes de la capitale Conakry. Les candidats ont eu à compétir dans plusieurs disciplines, telles que la mémorisation du Coran entier, la récitation de 20, 15 et de 5 chapitres. Dans son intervention, le président de la République a mis un accent particulier sur l'unité du pays. Pour professeur Alpha Condé, notre chère patrie, la Guinée, a besoin d'une jeunesse bien éduquée, bien formée et débarrassée de la délinquance juvénile sous toutes ses formes. Dans la même logique, le président Alpha Condé a également exhorté tous les parents musulmans guinéens à inculquer en leurs enfants, en plus de valeurs républicaines, celles religieuses qui sont le respect du travail, de la justice, de la solidarité et de l'amour du prochain, le respect de sa personne, de ses biens
et de ses droits. Dans un pays musulman comme la Guinée, l'enseignement du Coran et son interprétation doivent être renforcés et soutenus pour donner à notre jeunesse responsable de la Guinée de demain l'encadrement qu'il faut, aussi bien à l'école, dans les familles comme dans la rue, pour être le garant de la paix et l'unité nationale, martèle enfin le président de la République, Prosper Fakondi. 24 heures après le drame de Dabondi 3, des dispositions sont prises par les autorités de Maputo pour déguerpir tous les points noirs de la commune. Les opérations ont commencé ce matin pour éviter d'éventuels dégâts. D'autres occupations anarchiques sont signalées dans certains quartiers de la commune. Alpha Isiagaba. La douleur et la consternation sont encore visibles sur le visage de la famille Silla. Pendant que certains citoyens multiplient les efforts pour retrouver Buntourabi Silla, âgé de 17 ans, les membres de sa famille sont dans les préparatifs des funérailles des 4 victimes. On voit les enfants en train de décéder, ils nous saluaient même. Ils disaient papa, papa, il faut nous défendre. Mais il ne peut pas. Sa maman voulait même partir. Mon homonyme Cheikh Silla qui est allé prendre sa maman de ne pas partir. C'est triste, mais qu'est-ce qu'on peut? Ça dépend de Dieu. Pour éviter le pire et réconforter ces populations, les autorités communales ont pris des dispositions parmi lesquelles cette opération de déguerpissement. Toutes les maisons construites le long des fossés seront déguerpies par le génie militaire. Je pense que ces points noirs déjà identifiés, la semaine prochaine, les actions vont commencer sur le terrain. Mais d'ici là, nous qui sommes l'autorité communale, nous avons pris déjà le devant. C'est pourquoi aujourd'hui je suis sur le terrain pour procéder vraiment à dégager tous ces points noirs dans cette zone. Mais ce n'est pas tout. D'autres points noirs devraient attirer l'attention des décideurs. C'est le cas de certaines constructions anarchiques à Bessia Centre, à quelques encablures de Dabondi. Ici, l'environnement est menacé et le passage des eaux de ruissellement quittant Amdallah aéroport est bloqué par ces occupations anarchiques. Les citoyens sont aujourd'hui dans l'inquiétude. Toutes les ordures des autres quartiers se déversent ici. Ça nous préoccupe largement. Ça fait des dégâts. On a vraiment peur. Pour éviter aux populations d'autres dégâts, les autorités communales comptent pérenniser ces opérations de déguerpissement. L'éboulement de Dar Salam et le drame de Dabondi sont des cas malheureux qui resteront à jamais gravés dans la mémoire des citoyens. La commune de Matoto va enterrer ses victimes de Dabondi 3 le mardi prochain. Cet autre drame à Kobaya, dans la commune de Ratoma, un écolier de 12 ans a été aussi emporté par un mur d'une station-service qui a cédé sous le poids des eaux de ruissellement. Le drame s'est produit ce samedi aux environs de 22 h. Mounir Bari, Al-Gassimouba. Le quartier Kobaya s'est réveillé sur un drame. La mort accidentelle de David Haba, un écolier de 12 ans, retrouvé mort sous ses décombres d'une partie de la clôture de cette station. Comme à Dabondi, cette station est aménagée sur un canal d'évacuation naturelle des eaux de pluie. Sous le choc, le père de la victime appelle à l'action contre les constructions anarchiques. Le fils de mon jeune frère s'est fait faucher par le mur de la station qui a cédé sous le poids de l'eau de la pluie. Alors aussitôt informé, on s'est déplacé ici, on est arrivé à 21h50, nous étions déjà là. Nous sommes restés, ce n'est que vers 23 h, ils ont envoyé une première machine, un gradeur, qui ne pouvait pas du tout faire le travail qu'il fallait. À 23h30, on a vu une pelle Poquelin qu'ils ont amenée et la machine a commencé à faire les manœuvres. Et aussitôt, vers 01h du matin, le corps de l'enfant a été retrouvé juste derrière vous. Cette station a causé trop de malheur à toute la population guinéenne. C'est le 3e cas. Parce que simplement, il n'y a pas de caniveau d'évacuation. Donc tous les canaux d'évacuation ont été fermés. Et vous regardez vous-même, toutes les eaux qui sont récupérées sur le toit de ces bâtiments-là, avec les glottes que vous voyez, viennent directement dans ce sol-là. Selon certains voisins indiscrets, l'enfant était venu jeter des ordures alors qu'il pleuvait encore.
Les autorités communales traduisent leur compassion tout en invitant à la responsabilité collective dans la gestion des ordures et les constructions dans la capitale. Tous les jours, nous enregistrons des cas de perte en vie humaine. C'est vraiment très déplorable que cela soit dû non seulement à la construction anarchique, mais au fait que notre ville est très sale. C'est les ordures et l'absence de caniveaux pour le ruissellement de l'eau. C'est extrêmement grave pour notre ville, pour notre capitale. À ce stade, en ce moment-là, que nous perdions des vies humaines. Sur les lieux du drame, les agents de sécurité et de la protection civile se sont fortement mobilisés pour instaurer l'ordre. Tôt le matin, des jeunes ont érigé des barricades pour protester contre ce drame dans leur secteur. La bande Lambani Kobaya, un bas-fond, ressemble aujourd'hui à un cul de sac où des occupations anarchiques prospèrent. De nombreux couloirs de drainage d'eau en direction de la mer sont bouchés avec le silence coupable des autorités locales. Justement, les premières pluies s'abattent déjà sur Conakry et les risques de maladies ne sont pas épargnés avec la présence des ordures un peu partout dans la capitale. Nos reporters Tcherno Maroufba et Moussa Bangoura ont rencontré un spécialiste images et témoignages. Avec les pluies, les ordures déménagent. À Conakry, elles sont chavirées sur les voies et dans certains ménages. Au-delà du désordre et de l'état d'insalubrité relevé, il y a des risques sanitaires encourus. Selon les spécialistes en santé, une telle situation est propice au développement des maladies diarrhéiques. Depuis 2004, Conakry n'a pas connu de choléra. Choléra on dit souvent que le choléra est la maladie des mains sales. Ça veut dire qu'avec les ordures qu'on a, il y a un cycle de recrudescence du choléra de chaque 2 ou 3 ans ou chaque 4 ans. Mais il faut avouer que le choléra n'est présent que s'il y a de la saleté. Donc la meilleure façon d'éviter le choléra, c'est de rendre notre ville propre. Alors chacun doit y mettre le sien pour que la ville soit propre, pour éviter ces maladies-là. C'est un vaste programme, mais je crois qu'avec la volonté de chacun, on peut y arriver. En exhibant dans les rues, les ordures enfuient dans les caniveaux. Les premières pluies sur la capitale incitent à l'action combinée des populations, des élus et des pouvoirs publics. La double opération de curage et de fermeture des caniveaux, entamée il y a 2 mois par le ministère des Travaux publics, est accélérée. C'est clair que la première chose à faire, c'est de maintenir notre ville propre. Il faut que la ville soit propre pour éviter beaucoup de maladies, notamment les diarrhées, les vomissements, les dysenteries, les salmonelloses qu'on appelle communément fièvre typhoïde, et beaucoup d'autres maladies transmissibles, même le paludisme. En fait, c'est des maladies évitables. Il suffit d'être propre, qu'il y ait une hygiène, d'abord une hygiène collective, et puis une hygiène au niveau de chaque personne pour que nous évitions beaucoup de maladies que nous attrapons en longueur de journée. Le couple pluie et ordure a déjà fait de dégâts importants. Des actions d'envergure sont à entreprendre pour écarter tout autre risque sanitaire. Dans l'actualité également, l'Institut guinéen de normalisation engage une lutte contre les appareillages électriques qui ne sont pas dans les normes. C'est une campagne qui va s'étendre dans tout le pays afin d'assainir le marché guinéen de plus en plus inondé de faux appareillages. Abdul Karim Kamara. Le compte à rebours de la campagne de conformité aux normes 2019 est enclenché. Comme touche nouvelle, une croisade sera menée contre les mauvais appareillages électriques sur le marché. L'Institut guinéen de normalisation est résolument engagé à évaluer les catégories de matériel électrique suivant les normes en vigueur. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes d'incendie dans les ménages, dû
à la qualité des installations, mais aussi et surtout à la qualité du matériel et du câble électrique qui est utilisé dans ces installations. Et donc la meilleure façon pour nous de nous rassurer que les produits qui sont sur le marché ou qui sont importés sont de qualité, c'est d'aller, suivant les types de produits, dans les stocks et sur les chaînes de production pour prélever. Avant le lancement des opérations, les membres de la commission électrotechnique de l'IGNM ont pris toutes les dispositions pour la réussite de la campagne. Depuis sa création, la commission dispose de 153 normes électrotechniques internationales. À ce jour, une cinquantaine de normes sont étudiées et adoptées au niveau national. Nous n'avons pas encore de relation directe avec les commerçants parce que c'est l'État qui peut agir sur les commerçants. Nous conseillerons l'État, nous ferons notre travail que nous soumettrons à l'État avec les recommandations qu'il faut, mais sur la base des essais en laboratoire. La fin des épreuves sera l'objet d'une autre campagne d'information. Les populations seront édifiées sur les résultats obtenus évaluation après évaluation. Ceci leur permettra de connaître désormais les importations ou produits électriques qui sont ou ne sont pas conformes aux normes. À Mamou, le ministère de la décentralisation en partenariat avec le PRCV3 renforce les capacités des conseillers préfectoraux sur les techniques d'animation et d'élaboration des plans opérationnels. La rencontre regroupe des conseillers venus des régions de Nzérékouri, Kankan, Farana et Mamou. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi. Depuis 2016, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a mis en place à travers le pays des conseils préfectoraux de développement, CPD. Ces organes consultatifs ont pour mission de définir les grandes orientations pour impulser le développement local, aider les CPD à développer leurs propres initiatives et de conduire le processus d'élaboration de leur plan d'action opérationnel de façon participative avec les membres et partenaires, répond aux soucis du programme d'appui aux collectivités villageoises PACV. 18 préfectures étaient représentées ici pour un apprentissage sur la préparation des plans d'action opérationnelle des CPD, pour assurer la fonctionnalité des CPD, pour un départ dans le suivi et évaluation des activités de développement au niveau local. Venus de Zérékouri, Kankan, Farana et de Mamou, les CPD sont de véritables espaces de concertation des acteurs de développement à la base. Dotés d'outils de planification et de programmation opérationnelle, ils doivent soutenir toutes les opportunités de développement des collectivités dans l'éthique et dans la transparence, surtout à travers la mobilisation et la gestion des ressources financières. L'impact, il est bon. Tenant compte, d'abord remercier le gouvernement de mettre sur pied ce conseil. En appuyant ce conseil, nous pourrons recueillir des informations et collecter des fonds par rapport aux bailleurs de fonds au niveau des personnes ressources et ensuite mobiliser nous-mêmes, collecter de l'argent pour le bon fonctionnement de notre CPD. Il faut obligatoirement que les cadres qui sont responsables du développement aient la même formule et le même problème au niveau de la décentralisation. Au lieu qu'il y ait des développements séparés ou bien anachroniques, il vaut mieux que les gens puissent se retrouver et avoir une conception commune de développement. Animée par des consultants nationaux, cette rencontre de 2 jours a permis aux participants de plancher sur les enjeux et le fonctionnement des CPD, d'échanger sur les principes clés de la gestion axés sur les résultats ainsi que les principes d'élaboration des plans d'action opérationnels. Les directions nationales du développement local et celles de la décentralisation comptent sur l'engagement des acteurs pour faire de nos collectivités locales des références en matière de développement. Depuis 33 agents des forces de sécurité bénéficient des cours théoriques et pratiques sur la surveillance des frontières et le contrôle du territoire. C'est au compte de la 2e phase du projet Blue Sahel, la remise des certificats connus la présence de l'ambassadeur d'Espagne à Guinée et du haut commandant de la gendarmerie nationale. Le point avec sergent-chef Alassane Diaby, il est correspondant de la presse militaire.
Ces agents issus de la police, de la douane et de la gendarmerie nationale sont désormais outillés sur des méthodes et techniques leur permettant d'agir avec efficacité dans leur mission de surveillance des frontières et de contrôle du territoire. Ce grâce à l'expertise de la Guardia Civile d'Espagne dans le cadre du projet Blue Sahel. La formation a duré 3 semaines à l'école de la gendarmerie nationale de Sonfonia. Pendant 3 semaines, les 33 stagiaires ont étudié différents types de crimes transfrontaliers tout en pratiquant des techniques opérationnelles pour faire face à ces fléaux. Nous avons acquis beaucoup de connaissances qui permettent une fois à nos unités respectives de pouvoir restituer fidèlement aux autres collègues qui n'ont pas bénéficié de telle formation afin d'être au même niveau. Blue Sahel est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Guardia Civile d'Espagne dans 7 pays d'Afrique, dont la Guinée. Objectif, appuyer ces pays à lutter contre le trafic de tout genre, renforcer également la coopération opérationnelle en termes de gestion des frontières. C'est fondamental et surtout, je dirais, pour la Guinée. Pour la Guinée, il est fondamental d'avoir une sécurité, un contrôle aux frontières absolument nécessaire face aux menaces qui peuvent venir dues au terrorisme, au crime organisé. Il est important de souligner que cette formation est naturellement en adéquation avec le programme de réforme du secteur de défense et de sécurité et de promotion de l'état de droit contenu dans le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef suprême des armées, chef de l'État. La fermeté, la rigueur et l'impartialité dans le strict respect de l'éthique et la déontologie doivent caractériser ces agents dans leurs tâches, instruit le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Autre titre de l'actualité, première session du comité de pilotage du projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché avec un coût global estimé à 121 millions de dollars américains. Ce projet vise à lutter contre la pauvreté en milieu rural par l'insertion à grande échelle des femmes et des jeunes, un soutien multidimensionnel de 6 ans qui ouvre la voie à des méga projets d'aménagement hydro-agricole, de réalisation des pistes rurales et des marchés hebdomadaires. Camara. Au niveau des filières riz, maïs, niébé, arachides et haricots, 65 000 exploitations agricoles seront accompagnées de la production à la commercialisation par le projet agriculture familiale, résilience et marché en Haute-et-Moyenne-Guinée. L'objectif de ce méga projet de 121 millions de dollars, soit plus de 1000 milliards de francs guinéens, est de sortir des micro-réalisations pour des travaux d'aménagement et de réalisation d'infrastructures de grande envergure. On va désenclaver et on va construire des grands marchés. Quand je vous dis grands marchés, c'est vraiment des grands marchés avec une superficie de 2 à 5 hectares. Les marchés hebdomadaires qui existent maintenant, qu'on va peut-être avec les communautés déplacées, mettre quelque part où vraiment ça va être grandiose, bien organisé, où les magasins vont être construits par des gens, où vraiment les camions vont bien garer. Mais aujourd'hui, regardez à Douné, on va faire un marché. Regardez Douné. Vous arrivez à Douné le jour du marché, difficilement vous passez. Ce marché va être déplacé. Déjà, le budget annuel 2019-2020 du projet pour l'agriculture familiale prévoit un investissement de 21 millions de dollars pour 15 préfectures de la Haute-et-Moyenne-Guinée. Les ménages ruraux extrêmement vulnérables représenteront 15% de la démographie des bénéficiaires. Une stratégie de réduction de la pauvreté qui privilégie l'autonomisation féminine et l'entrepreneuriat jeune. Annoncé lors de la réunion du groupe consultatif les 16 et 17 novembre 2017 à Paris, sous le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé. Le projet cible de manière prioritaire les jeunes et les femmes, avec notamment pour chaque activité du projet l'instauration de quotas de bénéficiaires directs d'un minimum de 40% pour les jeunes de moins de 35 ans et d'un minimum de 30% pour les femmes.
Pendant que le projet pour l'agriculture familiale tient sa première session du comité de pilotage, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, financé aussi par le gouvernement et le FIDA, met à la disposition des agents de jeunes de la Basse-Guinée et de la région de Farana 11 motos tout-terrain. Vraiment, c'est des actes qui permettent aux OP de se développer, de réduire la pauvreté, de maintenir les jeunes dans les villages, et aussi avec l'octroi de ces motos permettra aussi un suivi rapproché sur le terrain pour avoir des bons résultats. Précédemment, cet appui a permis aussi de faciliter la mobilité des agents de la vulgarisation du ministère de l'Agriculture et les gérants de l'association des services financiers. Religion, dans cette édition, nous allons revenir sur les traces du champion du monde de mémorisation du Saint-Coran, un adolescent guinéen de 12 ans qui a mis les gardiens d'écriture sainte d'accord sur sa maîtrise et la restitution du Coran à travers sa voix. Depuis cette consécration, la vie de Adama Sano est bouleversée. Les sollicitations sont nombreuses en Guinée et à l'étranger. Focus sur une âme bien née de la valeur n'a pas attendu le nombre des années. Aboubakar Djabi, Adama Elza Traoré. En haute banlieue de Conakry, dans un bas-fond perdu de Kissoso, dans la commune de Matoto, le centre Abi Amourou-Dani. La réputation de ce centre de mémorisation du Saint-Coran fait le tour du monde depuis la victoire d'un de ses pensionnaires au championnat mondial cette année au Koweït. Le centre est ouvert depuis 2012. Techniques de lecture et de mémorisation du livre saint sont les principales compétences développées par ce centre. Technique miambro centre là a formé la aide dans la condition la condition mina. Dans ce centre, nous avons 3 techniques d'apprentissage. D'abord, il faudra avoir 7 ans pour être admis au centre. Pour cause, à 7 ans, l'enfant pourra prononcer quelques versets du Saint-Coran. Les malades aussi ne sont pas les bienvenus ici, car la maladie empêche l'enfant de suivre les cours normalement. Nyanala ande kalo kerenke ay hafuluma kuruluma ka kurullo ka kurul karan nya so labra kurul karan doke anda ma frenya e defola wolo ande defol bo defol corriger. Adama Sekou Sano est l'un des premiers élèves de ce centre. Il est inscrit ici depuis l'âge de 7 ans. Très tôt, il s'est révélé par son aptitude et sa capacité peu ordinaire à lire et retenir les versets du Coran. Sekou Sano a mémorisé les 114 sourates du Saint-Coran en 2 ans, 2 mois et 2 jours. Sekou fait partie des 33 premiers talibés diplômés de cette madrasa. Chaque enseignant a un programme bien établi. Ils évoluent en groupe pour que les enfants aient le même niveau d'avancement dans les cours, tout en les évaluant sur les cours précédents. Depuis que son talent est mondialement reconnu, Adama Sekou Sano passe moins de temps à son madrasa d'origine, tout comme le fondateur et maître du centre. Les invitations sont nombreuses et viennent de partout. Les autorités politiques et chefs spirituels sollicitent partager un bout de temps avec ce prodige qui charme le monde. Mais après cette période de grâce, Adama Sekou Sano veut rester concentré sur sa passion. Conseille les amis à prendre les études au sérieux, car seul le travail paye. Selon certains proches, le jeune Adama doit entamer une tournée dans certains pays voisins. Et les 10 derniers jours du Ramadan, il doit les passer à la Mecque. En attendant, le champion du monde fait l'honneur à ses compatriotes en acceptant de prendre part à des coupures collectives du jeûne, organisées un peu partout à Conakry. Pour l'occasion, il fait des prières et des bénédictions en faveur de la paix et de l'unité nationale dans le pays. Rupture collective du genre, elle est organisée par l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Guinée. C'est autour des repas collectifs appelés iftar, une tradition musulmane qui permet de raffermir les liens entre les fidèles et de suivre la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Notre reporter Fatima Diallo était autour du repas et rencontre.
Il est 19h passé à Conakry, c'est l'heure de la rupture du jeûne. Sur invitation du diplomate émirati, des cadres du département des affaires religieuses, quelques représentants du corps diplomatique, autres religieux et amis des Émirats arabes ont rallié ce lieu pour le dîner communément appelé iftar. Après la rupture symbolique et la prière, des plats copieux de la cuisine arabe et des boissons sont proposés aux convives. Nous avons l'habitude d'organiser les iftars, c'est pas ici seulement au Conakry, donc on organise dans tous les pays. Donc d'habitude aussi on distribue les denrées alimentaires aux pauvres dans ces mois bénis. Donc c'est l'initiative prise par Son Altesse aux Émirats arabes unis dans tous les pays africains, y compris la Guinée aussi. Donc ce n'est pas la première fois d'organiser ce type d'œuvre humanitaire. Dans la tradition islamique, le repas collectif est considéré comme symbole de solidarité et d'unité de la Oumma. Plus qu'on a de personnes qui font la rupture collective ensemble, plus qu'on a des récompenses de Dieu. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait toujours fait cet appel aux musulmans que pendant ce mois-ci, c'est le mois de partage, comme vous l'avez dit, c'est le mois d'unité et de concorde et de solidarité. Ce repas solidaire est une coutume qui cadre avec les recommandations de l'islam. Il permet de renforcer les liens entre les familles, amis et coreligionnaires. Aussi, il permet de raffermir les liens entre les Guinéens et les partenaires au développement qui s'y retrouvent. Enfin, l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Baba Kouyaté. C'est une avancée majeure dans l'histoire de la langue arabe en Guinée. Avec le lancement du programme de doctorat à l'université Somphonia, une grande opportunité s'offre aux étudiants et chercheurs désireux d'approfondir leurs connaissances sur la langue et la civilisation arabe. On a vu que les porteurs de diplômes du master sont un peu nombreux dans notre département ici. Et il y a des porteurs encore de master dans les pays arabes qui sont venus à Guinée. Tout veut continuer ces études avancées. C'est pour cela qu'on a tout fait d'ouvrir ce programme doctorat pour ne pas que les gens aillent ailleurs parce que ça va les coûter cher. Au lendemain de la déclaration de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel sur la nécessité de doter de la Guinée d'une nouvelle constitution, les 50 secrétaires généraux de la jeunesse du parti au pouvoir prennent le taureau par les cornes. Ces secrétaires généraux des différentes sections de Conakry ambitionnent de réaliser une série d'activités allant dans le sens de la remobilisation des militants et sympathisants. Déjà, ils entament leur activité par cette lecture de Saint-Coran. En ce mois de pénitence, il implore la grâce d'Allah afin de répandre sa miséricorde sur notre pays. Nous sommes là aujourd'hui à l'initiative des 50 secrétaires généraux de la jeunesse de la ville de Conakry en ce mois béni de Ramadan pour la lecture de Saint-Coran, pour implorer la grâce divine pour la paix, la quiétude sociale, pour la Guinée et pour tous les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Et d'autre part aussi, nous sommes là pour prier pour la santé, pour notre champion. Je veux parler du professeur Alpha Condé. C'est après des investigations que la police de Mamou a mis main sur Mémé Ndiaye. Ce jeune apprenti chauffeur est accusé d'avoir tué une dame du nom de Noumoun Sadio Diakité. Âgée de 25 ans, la défunte est originaire de Ourekaba dans la préfecture de Mamou. Mère de 2 enfants, la victime a été abattue le 13 avril dernier dans le quartier Madina Siré, aux environs de Zoreur. Le monsieur a eu appelé jusqu'au 17 le même numéro qui tentait de joindre le même numéro de la défunte. Et compte tenu, n'est-ce pas, de ces efforts, je dirais mieux évertués, alors en date du 9 mai, Dieu faisant, on a pu mettre main sur le présumé auteur et à travers une de ses copines.
Ilhaj Mamadou Lebere Baldé, jusque-là, procureur près le tribunal de première instance de Farana, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi. Après qu'un hommage mérité lui a été rendu au tribunal de Kindia par ses collaborateurs, parents, amis et alliés. Lebere Baldé, comme on l'appelait, est décédé le jeudi dernier par suite d'une courte maladie. C'était tout pour cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Demain, les infos de 13h, c'est avec Makale Souma et Fana Souma pour l'édition de 21h. Excellente semaine à toutes et à tous.